Les rencontres d'Edonia Radio. Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui Oldelaf. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes auteur, compositeur, chanteur et votre particularité c'est que vous mélangez la musique à l'humour. Ouais, souvent, ouais. On va revenir sur votre carrière. Juste avant, on écoute La Tristitude et on se retrouve juste après. Ok. La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand. Quand un copain t'appelle pour son déménagement. Et ça fait mal, la tristitude. C'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août. Quand tu dois aller vivre à Nogent le Rotrou. Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la mercose de la princesse de Galles. Quand samedi soir, c'est ta fille qui joue sur Canal. Et ça fait chier, la tristitude. C'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde, tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans la crâne à la voix. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand ton frère siamois t'apprend qu'il a le sida. Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Quand des jeunes t'appellent monsieur pour la première fois. Et ça fait mal, la tristitude. C'est devenir styliste mais pour Eddie Mitchell. C'est conjuguer, bouillir au subjonctif pluriel. C'est faire les courses le samedi d'avant Noël. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu la détresse dans la crâne à moi. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. Non, la tristitude. La tristitude. La tristitude te donne la tristitude. La tristitude te donne la tristitude. La tristitude, oh, la tristitude. La tristitude, c'est un peu de tristesse et de solitude. C'est comme de la tristitude plus rien, en tout cas c'est la tristitude. Oh, la tristitude, te donne la tristitude. La tristitude, oh non, la tristitude. Les rencontres d'Edonia Radio. Donc nous sommes avec Oldelaf, on va revenir sur votre parcours. Vous avez, alors si je ne me suis pas trompée, vous avez 9 albums à votre actif. Ouais, si je pense même il y en a un petit peu plus avec Oldelaf et Monsieur D. Et, alors j'ai compté que les 9, vous. 9. Oldelaf, vous. À mon nom, d'accord. Ouais, okay. À votre nom. Et le dernier album, c'est Délire Chronique. Dès petit, vous avez commencé la musique, vous êtes tombé dedans Mes parents m'avaient proposé de faire l'instrument, je voulais jouer de la guitare et
Et le mec du conservatoire m'a dit, vous mangez les ongles, vous ne ferez jamais de guitare, il a décrété. Et donc je me suis mis au piano, mais j'ai pas appris grand chose au conservatoire. C'est le jour où j'ai arrêté le conservatoire, et donc en rentrant en 4e, donc j'avais 12 ans, quelque chose comme ça. Et je me suis mis à faire du piano non-stop. Et j'ai joué, et ça a été à partir du moment où j'ai commencé à faire du piano comme ça tous les jours très intensif, j'ai écrit mes premières chansons. Donc à 13 ans, et j'étais pianiste de bar à 14. Voilà, donc ça a été... Pianiste de bar à 14, comment on se retrouve pianiste de bar à 14 ans ? Il y avait un bar avec un piano à queue blanc face à la mer, à côté de là où on passait toutes mes vacances avec mes parents, en Normandie, à Luc-sur-Mer. Et je suis allé avec mon culot demander, est-ce que vous auriez besoin d'un pianiste ? Il m'a dit, on peut pas t'embaucher, t'as même pas 16 ans ou quoi. Et je sais pas, montre ce que tu sais faire. Et donc ils m'ont gardé... Et j'ai fait ça pendant dès que j'étais en vacances. Je faisais des petits sous comme ça au black, puisqu'ils n'avaient pas le droit de me salarier. À 14 ans, vos textes, c'était déjà des textes humoristiques et incisifs, ou c'était... Non, c'est ça qui est marrant, c'est que ça a commencé vraiment par des chansons très, très romantiques. Ça a été une psychanalyse permanente pour toutes mes histoires d'amour lamentables. Et l'humour est arrivé un peu plus tard. C'est arrivé vers 16 ans par là. 16 ans, 17 ans. Et j'ai fait une première chanson humoristique. Et quand j'ai vu l'impact que ça avait quand je chantais, il y avait une évidence de... Et je crois que j'ai développé ça. Ça m'a rendu fou de donner autant de plaisir. Les gens surtout, vas-y, rejoue ça. Et donc il y avait toujours un petit événement quand il y avait des chansons humoristiques. Donc je me suis un peu spécialisé là-dedans, en effet. Et donc c'est à partir de ce moment-là, donc vos 16 ans, vous êtes dit, tiens, je vais en faire mon métier, ou pas du tout? L'envie de métier, c'est arrivé très très vite. Quand j'ai joué du piano toujours, c'est arrivé dès que j'ai écrit mes premières chansons. Il y avait un besoin de m'exprimer qui a été assez radical. Donc ça, très vite j'y pensais, mais on m'a fait comprendre que c'était pas possible, il y avait trop peu d'élus par rapport à tous ceux qui voulaient faire ce métier. Donc j'ai dit d'accord, tout en continuant de faire des chansons. Mais voilà, je poursuivais mes études gentiment. Vous faisiez quoi ? Au début, j'ai suivi le trajet normal. J'ai eu mon bac à 18 ans, mais après j'ai fait de la musicologie. Voilà, donc, ah oui, quand même. Donc je continue les études. Je me suis spécialisé. Oui, mais c'est vrai que petit, je pensais que je serais ingénieur ou quelque chose comme ça. Mais non, je suis devenu très vite monomaniaque de la musique. Ouais. Donc à 22 ans, vous fondez votre premier groupe, c'est ça ? Non. Donc on est quoi ? On est en 97 ? Ouais, quelque chose comme ça, je dirais même un petit peu avant. Ouais, le premier groupe, je le fonde au lycée en 92. Ok. Et en 92, premier groupe vraiment de lycée. Et donc on joue avec des gens qui, sont vraiment pas dans la musique ou quoi. Et ce qui est très drôle, ensuite, après en 93, 94 par là, début avec un groupe qui s'appelait Caméléon et les Petits Humains, et ça c'est l'histoire qui est assez folle. Ça a duré 10 ans, en gros jusqu'en 2003, avec Oldelaf Monsieur D qui est venu se mettre en parallèle à la fin. Mais ce qui est rigolo, c'est que dedans il y avait un certain Alex Prinenko, que j'ai rappelé il y a 1 an pour lui proposer de participer à cette tournée. Et là, il fait partie des musiciens qui sont là sur scène avec moi aujourd'hui. C'est mon copain avec qui on a joué dans le groupe Caméléon et qui s'est appelé aussi les Petits Humains après, avec lequel on a fait 2 albums, voilà. Alors j'ai cherché moi les titres Les Petits Humains et ils n'existent j'ai pas trouvé. Sur internet. Il y a des moyens de les avoir, mais par des trucs détournés. Ils ne sont pas sur les plateformes parce qu'on n'a jamais eu de production. C'était des disques vendus à la fin des spectacles et on n'a pas énormément tourné. On est resté beaucoup en région parisienne. Là, il y a eu de très très belles chansons, mais jamais de vraie structure derrière. C'était vraiment amateur, voilà. Et c'est à partir du moment où il y a eu Oldelaf et Monsieur D, donc en 2000, donc les deux se sont croisés un petit peu, qui était un groupe poubelle dans lequel on prenait les chansons que les Petits Humains ne voulaient plus. À un moment, les Petits Humains ont dit voilà, on va faire des chansons plutôt rock, sérieuses et tout. Et donc avec Oldelaf Monsieur D, on a pris des chansons un peu marrantes, débiles, qui ne voulaient plus les Petits Humains. Et donc on a fait plus d'autres chansons. Et voilà, il y a une bascule à ce moment-là. On écoute le café. Avec plaisir. Et on se retrouve juste après. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller.
Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé, Prenons un kawa, je viens de me lever. étant en avance et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, Fort comme vous l'aimez. ah mince, je viens d'en prendre un, enfin bon maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent. Détends-toi René, prends un bon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi. Oh mais moi j'ai envie de sauter. Oh je fais tout Paris. Oh et puis je vois un troquet. Oh je commande un déca, mais un caféiné. J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait. Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété. Je la jette par la fenêtre, elle l'avait bien cherché. De toute façon il faut que je rentre, mais avant un café. Attends dans le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit, Vous avez l'air s'il vous plaît. je lui casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison puis je me sers. Devinez. Papa, mon papa, en classe je suis premier. Putain mais quoi? J'arrête de me faire chier. Oh mais qu'il est con ce gosse. Et en plus il se met à chialer. Je m'enferme dans la cuisine, il reste un peu de café. Et ça fait 14 jours que je suis enfermé. Je suis seul dans ma cuisine et je prends le café. Il faudrait bien que je dors, mais les flics vont me choper. Alors je cloue les portes et je reprends le café. Les rencontres d'Edonia Radio. Donc nous sommes toujours avec Oldelaf et là on va arriver, donc on est à peu près en... D'ailleurs, je tiens à dire, le café de 2006, donc ça, on fête les 20 ans du café cette année, voilà. Ah bah voilà, 20 ans. ça passe vite, hein. Et heureusement que mon corps ne change pas, mais en tout cas, Le mien non plus. ah ben parfait, on est à égalité. Et donc là, à partir de quoi, 2010, vous vous lancez vraiment en solo. C'est Enfin, ça. vous faites par contre, vous faites partie des Fatal Picard Ça, en sur deux- un album En 2003, de 2003 à 2005. de 2003 à 2005. Ouais. Ok, donc parallèlement, c'est-à-dire que vous, en fait, vous êtes J'ai tous les fronts. j'ai toujours fait beaucoup de choses en même temps, et c'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'en regardant tout ce que vous faites, Ouais, on ouais. va parler après de la radio, qui est Oui. quand même. On est une radio, donc je vais vous faire parler radio. Mais oui, on se rend compte que vous êtes hyper actif. Il y a un côté un peu comme ça, ouais. C'est vrai que j'ai toujours fait beaucoup de choses, ouais. Beaucoup trop, d'ailleurs, me diraient les autres. Donc on arrive ensuite où vous allez donc faire vos 9 albums seuls. En tous les cas, juste Oldelaf. Oui. Ça vient d'où ce désir d'être seul En fait, c'est surtout d'assumer, c'est qu'à le tout début, donc les Petits Humains, c'était un vrai groupe. Alors c'était quand même mes chansons, c'est moi qui écrivais vraiment, mais on arrangeait un peu les musiques ensemble, mais c'est moi qui amenais les chansons. Ensuite, Oldelaf et Monsieur D, ça a été différent. On a vraiment écrit des textes ensemble. Il y avait vraiment une coécriture de 2000 à 2005 avec le premier Monsieur D, parce que ça a changé de Monsieur D. Et à partir de 2005-2006, donc l'arrivée Le Café, Nathalie, mon amoureuse GMJ, là c'est moi qui écrivais, qui avait vraiment les rênes du groupe. Et donc de 2005 à 2010, j'étais le leader du groupe, vraiment ça, de manière très très nette, quoi. Et c'est pour ça qu'à un moment j'ai eu envie d'arrêter les chansons uniquement humoristiques. Ça me manquait de pouvoir écrire des chansons jolies. On était vraiment, le but était de faire rire tout le temps et c'était un peu contraignant. C'était assez potache et c'était hyper cool. Mais j'ai eu envie de pouvoir faire des chansons différentes. Et c'est là que je me dis, il va falloir que j'assume de dire, c'est moi sur scène et donc il y aura des musiciens avec moi et je les intègre au mieux. Mais c'est vrai que c'est quand même moi qui lead le truc, quoi. Vous travaillez comment justement? Vous allez partir de vos textes et trouver une musique ensuite? Alors je dirais dans l'idéal, Ouais. les deux arrivent en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une idée, il y a un truc qui se fait marrer, qu'il y a comme une rythmique qui vient se poser, une petite mélodie, un début de truc. Quand il arrive ça sonne très très bien. Enfin, ça sent très bon pour la chanson.
Naturellement, j'aurais tendance à m'occuper d'abord de la musique et ensuite des paroles, mais on se retrouve parfois avec des chansons où les paroles, on les bâcle un peu parce qu'il faut finir, je veux que ça existe, et des paroles sont moins intéressantes. Et quand il n'y a que les paroles, mais qu'il n'y a pas un rythme parfaitement posé dessus, les paroles sont intéressantes, mais c'est pas aussi chantant, peut-être pas aussi sympathique. L'idéal vraiment, c'est quand une phrase, une percutante tombe en même temps que des notes, et là ça sent bon. Ouais. Et une chanson, parce que vos paroles sont incisives, percutantes, vous devez les retravailler pour trouver vraiment le bon mot, ou au contraire, ce que je me demandais en écoutant votre dernier album, ou au contraire c'est fulgurant. Et en fait, vous voyez ce que je veux dire, ça vient... non, mais il n'y a pas de génie, hein, c'est du travail quand même beaucoup. Mais il y a un gros travail, un retravail d'écriture, vous voyez, c'est je sais pas, comme un roman, c'est des morceaux qu'on écrit, qu'on réécrit. Il y a vraiment des morceaux qui ont été retravaillés. Bon, alors certains, par la force des choses, comme la tristitude, pour affiner, formuler le mieux possible. Alors il y a parfois des morceaux qui se retravaillent, c'est marrant, je peux les enregistrer, et ensuite quand je me mets à les chanter dans la vraie vie, il y a des mots que j'ai du mal à m'approprier. Je rechange un petit peu des petits trucs, mais des formulations. Et ça, c'est assez rigolo de voir ça. Mais sinon, oui, dans les paroles, je les travaille, je les ressasse, je les dis. J'écoute aussi ce qu'on me dit. Quand on écrit l'album, je fais écouter les chansons. Et si on me dit, ça, c'est pas clair, ou ce couplet-là, un peu moins bien, j'essaie de m'adapter. Oui, parce qu'on attend vos paroles. Enfin, vous êtes un artiste dont on attend les paroles, quoi. On vous attend au tournant sur les paroles, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes. Non, c'est vrai, ce qui me fait plaisir, mais oui, je suis content quand il y a plusieurs écoutes nécessaires pour apprécier en effet l'histoire, le chemin, et puis c'est aussi pour ça que certaines chansons restent accrochées très fort à la vie de certaines personnes, et elles se les approprient parce que ça évoque quelque chose qui les touche, et puis je pense dans lequel ils s'identifient, ils se reconnaissent pas mal. Avant de parler de délire chronique, on va parler radio. Vous avez bossé dans plusieurs médias, sur Rire et Chanson. J'ai commencé par Europe 1 en 2011, et j'ai jamais prévu de faire de la radio autrement qu'avec mes chansons diffusées, et en fait je suis venu faire de la promo de la chanson La Tristitude de Drucker, et qui m'a pas laissé partir, et qui m'a dit vas-y, on va bosser ensemble. Et donc j'ai intégré l'équipe d'Europe 1 à l'époque pendant 2 ans, et avec plein de copains que j'ai toujours, que sont Mathieu Madénian, Jérôme Commandeur, Camille Chamou, il y avait un vivier incroyable de gens, et Mathieu Noël, c'était trop bien et très instructif, et puis je pouvais rencontrer pas mal de gens. Mais comme il y a la tristitude qui arrive en même temps, ce qui était cool, c'est que les gens m'identifiaient. Oui. Voilà. Il y avait un vrai tube de terrain en tout cas, et ça a été confortable pour moi. C'est-à-dire que j'étais pas juste à essayer de me faire ma place, c'est que les gens m'accueillaient à bras ouverts dans beaucoup d'endroits. Et donc après, il y a eu Rire et Chanson, France Inter. Oui, France 3 même, chez Dave, donc ça c'est côté télé, mais oui, RTL, et ça, là, c'est partout. À toutes les radios. Et alors la radio, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant comme média par rapport en fait, c'est rigolo parce que c'est un média d'habitude, donc les gens sont fidèles à leur radio la plupart du temps, et il y a très peu de zapping radio. Enfin, souvent les gens, quand t'es quelle équipe en gros, voilà. Et il y a ce côté-là, et donc t'es obligé de penser différemment. Quand tu peux construire quelque chose, à mon sens, à un peu plus long terme, parce que les gens, t'as le temps de les apprivoiser. Quand aujourd'hui tu écris un morceau pour la radio ou un film, faut tout de suite, vite, faut garder les gens, faut pas qu'ils puissent zapper, faut les garder, faut les tenir éveillés pour qu'ils soient prêts pour la pub. Là aujourd'hui, c'est un petit peu, je trouve, c'est encore, différent pour la radio où les gens vont découvrir. Ça
s'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup de programmes qui les fatiguent, ils vont se mettre à changer de radio, mais c'est long avant de faire ce truc-là. Oui, une fois qu'on les a, ils sont fidèles, généralement. Donc après, on peut proposer des choses artistiquement un peu différentes. Ouais. Et du coup, vous avez proposé des choses différentes en fonction du média, j'imagine, dans lequel vous êtes allé. J'ai pas écrit pareil selon les radios, ça c'est évident. J'ai pas visé les mêmes... techniquement, tu n'écris pas pareil du tout. Ouais, donc artistiquement, c'est super intéressant. Ah oui. Ah oui, je peux identifier ce qui correspond à chaque radio parce que ça correspond à une ligne éditoriale, parfois une ligne politique, malheureusement, mais c'est le cas. Donc, en tout cas, je peux te dire que je me sens mieux sur France Inter que sur RTL, ça c'est sûr. Dans votre dernier album, Délire Chronique, je voudrais qu'on écoute la chanson Burn Nous. Tout à fait. On écoute, on se retrouve juste après. Avec plaisir. Edonia Radio. Je rencontre François, il a l'air fatigué. Je lui dis ça va pas, tu as l'air fatigué. Il m'a dit un peu, mais en vrai ça va. Je lui dis tu as faim À cette heure-là, non. Là ça m'a paru évident. Tu souffres d'un mal assez courant. Tu nous fais un burn-nous. Quoi ? Tu nous fais un burn-nous. Excuse, je comprends pas. Tu nous fais un burn-nous. Mais what ? Si, mon François, tu nous fais un burn-nous. Tu veux dire burn-out ? Non, pas du tout, je veux dire un burn-nous. Si c'était un burn-out, j'aurais dit burn-out. Mais là j'ai dit burn-nous, ton travail te rend fou. Tu confonds le burn-out, c'est quelque chose qui me dégoûte. Et le fait que tu confondes les mots, c'est la preuve que tu craques du cerveau. Tu nous fais un burn-nous. Quoi ? Tu nous fais un burn-nous. Je comprends pas du tout là. Tu nous fais un burn-nous. T'es malade hein ? Si, mon François, tu nous fais un burn-nous. Je crois que tu parles bien d'un burn-out. Alors là mon François me dit que je me plante. D'abord que lui ça va, oui mais mes phrases sont flippantes. Il me dit que je vais pas bien, que je fais de la schizophrénie. Il faut que je voie un médecin. Je lui dis le déni. Il me dit qu'il faut que j'aille dormir. Il me propose même de m'accueillir. Waouh. Tu fais ton comme un goût. Quoi ? Tu fais ton comme un goût. Excuse, je comprends rien. Tu fais ton comme un goût. Il faut que t'arrêtes là. Si, mon François, tu fais ton comme un goût. Tu veux dire coming out. Décidément François, ta vie est super triste. Je crois qu'il faut que tu vois un psychanalyste. Les rencontres d'Edonia Radio. Donc nous sommes toujours avec Oldelaf. Cette chanson Burn Nous, vous croquez un peu ce qui se passe en ce moment, quoi, l'air du temps. Alors, oui, les gens qui sont évidemment un peu trop fatigués au travail et qu'on épuise, mais oui, certainement. Elle vous est venue d'où c'est en observant Non, mais ça me fait rire de... Oui. Je l'ai entendu, je crois, dire par une vieille tante. Je crois qu'il fait un burn-nous. J'ai failli crever. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être qu'un truc à faire avec la chanson. Ce que je veux dire par là, c'est que vos chansons reflètent aussi la société dans laquelle toujours un peu. Et celle-ci, pour moi, par exemple, était vraiment l'exemple de ce qu'on vit en 2026. Oui. Et avec ses excès aussi. Ouais, complètement. Après, je le fais du mieux que je peux pour essayer de faire une photographie de la France à telle ou telle époque. Mais c'est vrai que j'essaie pas de le faire de manière trop consciente. Je veux jamais chanter le point levé comme Amel Bent. D'abord, j'ai besoin de mes deux mains pour la guitare ou le piano, mais ensuite parce que je veux pas faire des chansons engagées telles quelles. Par contre, j'utilise des choses qui me font réagir pour essayer de les emmener ailleurs, d'utiliser des métaphores pour dire des trucs. Voilà. Oldelaf, si on devait ne passer qu'une chanson de vous, ou si il devait rester qu'une chanson de vous, j'ai envie de vous dire, il y a un incendie, tout brûle, il en reste qu'une, laquelle on sauve ? Et pourquoi ? Non, peut-être Les Mains Froides, peut-être que ça vaudrait le coup de Les Mains Froides. Je suis assez fier de cette chanson-là, ouais. Et L'amour, le talibisme, mais c'est moins sur de jolies idées, quoi. Alors que Les Mains Froides, c'est plutôt joli, ouais, je crois. Alors on écoute Les Mains Froides
Et on vous souhaite encore de nous faire chanter pendant les 30-40 prochaines années. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'était si beau, la rue Monge sous la neige, et je marchais les deux mains dans les poches, toutes trouées de mon pantalon beige. Pourquoi d'ailleurs avais-je mis le plus moche? Je t'ai croisé sans vraiment m'y attendre, et en même temps on avait rendez-vous. Tu as souri et t'es venu me prendre les mains que je planquais dans mon fut à la trou. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais et j'étais à la traîne. Tu ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout tu les laissas dans les tiennes. Marché vers la rue des écoles, on s'est posé tout au fond d'un bistrot. Je t'exposais une théorie folle, que par ce temps c'est sympa un thé chaud. Toi tu souriais en plissant tes yeux noirs, que je voyais même sans les regarder. Tu t'es levé, t'as payé au comptoir, puis t'es venu par les mains me chercher. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais et j'étais à la traîne. Tu ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout tu les laissas dans les tiennes. On est allé dans ta chambre au 6e, j'avais prévu de te lire des poèmes. T'as mis un vieux disque de Billy Paul, je me suis tué et j'ai lu les paroles. Il te restait quelques gouttes de madère, j'ai dit pas trop, tu m'as servi un verre. Et au moment où j'allais y goûter, tu m'as souri et tu m'as embrassé. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais et je me sentais nul. Tu ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout tu les laissas sous ton pull. M'a dit gars j'aime bien tes manières, et moi j'ai dit je connais un poème. Tu m'as souri, t'as éteint la lumière, dans mon oreille t'as glissé un je t'aime. J'aurais dû dire un mot tendre et sympa, mais moi je t'ai juste dit rien du tout. Puis doucement tu t'es collé à moi, et pour le reste ça n'appartient qu'à nous. Je me souviens que j'avais les mains froides, je tremblotais mais je me sentais bien. Tu ne devais pas les trouver si froides, car malgré tout tu les laissas sur tes seins. Edonia Radio.